C'était il y a 81 ans. Le temps passe inévitablement. Je fais partie d'une génération qui a eu la chance de ne pas vivre cette époque et ses drames. Cela me donne en tant que mère, cela me donne en tant que citoyen, et plus simplement, en tant qu'être humain, la responsabilité que jamais ne s'éteigne la flamme de la mémoire. Nous sommes liés à cette histoire. La mémoire doit être entretenue par un travail pédagogique, par l'éducation, mais aussi par des rituels, par des traditions, comme nous le faisons aujourd'hui. Jean Jaurès disait de la tradition que ce devaient être des braises que nous devions entretenir, et non des cendres que nous devions conserver. C'est toutefois l'occasion pour moi de saluer les associations et les porte-drapeaux pour leur travail de transmission de la mémoire et la diffusion de ce message auprès de nos plus jeunes, et dont l'action apparaît dans ce contexte plus nécessaire que jamais. Mesdames, messieurs, voici l'histoire de ces 11 jeunes patriotes, ou plutôt 13, qui furent exécutés. Cette histoire, je la répète depuis maintenant 23 ans, avec autant d'émotion et de compassion. C'est dans ce champ que 11 d'entre eux ont perdu la vie, simplement, brutalement, en ce mois de juin 1944. Avant même les premières lueurs matinales, le 11 juin 1944, Saint-Julien-du-Verdon s'éveille. Rien ne pouvait laisser présager que le village allait être le théâtre d'une tragédie, comme seule la guerre, dans sa folie meurtrière, peut en être l'auteur. C'était il y a 81 ans, jour pour jour. Ils étaient 5 garçons du lycée de Nice et avaient tous entre 16 et 23 ans. L'aîné, Jacques Adam, avait quitté le lycée après avoir été sévèrement puni pour distribution dans l'établissement de tracts gaullistes. Les 4 autres étaient des camarades de classe. Gilbert Campan, 16 ans, Césaire Aubé, 17 ans, Francis Gallo, 17 ans, et Roger Demonceau, 18 ans, étaient élèves de première. Ils appartenaient à un groupe scolaire de leur résistance qui s'était spontanément constitué 2 ans avant au Grand Lycée autour de un de leurs camarades, Joseph Arnaldi. Ce n'était encore que des enfants et tout avait commencé comme un jeu, d'autant plus passionnant qu'ils étaient dangereux et héroïques. Imaginez les rêves que l'imagination de jeunes adolescents, nourris d'une grande histoire, a pu construire sur un thème pareil. Une première fois déjà, ils avaient décidé de gagner le maquis. La sagesse et la clairvoyance de leur maître et ami, M. Charles Hermann, les avaient détournés. Ils avaient compris que leur geste était prématuré et vain, mais l'échéance était proche. Le 6 juin se produisit le débarquement interallié en Normandie. La fièvre monta brusquement dans le cœur des résistants. Ces garçons se préparèrent avec ardeur au départ. L'après-midi du 7 juin, vers 15 h, Joseph Arnaldi, qui devait lui-même tomber à l'ennemi quelque temps plus tard, alerté par ses chefs, confie une mission à ses camarades. Il leur faut rejoindre le maquis du Férillon pour participer à un important parachutage d'armes. Le rassemblement est fixé près de l'Olivier de la Paix, devant le lycée Masséna, et c'est le départ, joyeux, comme pour une promenade. Le lendemain, 9 juin, l'agent de liaison, Bernard Audibert, retrouve ses camarades. Il apprend que le parachutage est ajourné. À Nice, M. Gallo, le père de Francis, est inquiet. Il voit Audibert lui propose de l'accompagner au rendez-vous suivant. Le lendemain, la rencontre a lieu à 18 h. Le maquis du Férillon ne peut garder les garçons. Il n'y a ni armes pour les équiper, ni ravitaillement pour les nourrir. Il est alors décidé qu'avec leur ancien, Jacques Adam, qu'ils ont retrouvé sur le terrain, ils redescendront, non pas à Nice, où ils ne veulent pas revenir, mais dans la maison de campagne de M. Gallo, à l'ère Saint-Michel. Le lendemain, on les attendit, mais il n'y arrivera jamais. On sut plus tard qu'ils s'étaient mis en route pour rentrer à Nice. On les avait vus à Châteauneuf-de-Comte, où un camarade les avait ravitaillés. En quittant le village, à 20 h à peu près, ils rencontrèrent une vieille paysanne qui leur dit « Faites attention, je viens de voir les Allemands sur la route. Passez plutôt par le sentier. » Mais le sentier était occupé par des miliciens français au service des Allemands. Arrêtés et livrés aux Allemands, ils furent reconduits à la villa Trianon, siège de la Gestapo. Et j'évoquerai à peine l'infâme besogne qu'on y perpétrait. Or, en ce même début juin, une unité allemande, au cours d'un engagement avec les forces armées clandestines, avait subi des pertes, 11 tués non loin de notre village. La commandante Tour de Digne décida en représailles de faire fusiller dans ces mêmes parages 11 otages. Mais, comme toute communication était coupée par le maquis, entre Digne et Castellane et entre Digne et Saint-André-les-Alpes, elle téléphona à la Gestapo de Nice de fournir les otages et de procéder à leur exécution.
La Gestapo de Nice rassembla activement une pauvre troupe de condamnés, les 5 lycéens de la Villiers Trianon et 8 internés de la nouvelle prison. Georges Baldo, agent d'assurance à Nice, 48 ans, Félix Jordan, cultivateur à Coiraz, 29 ans, les frères Magnan, Roger, 21 ans, et Aimé, 30 ans, depuis Gétenier. Nonce Casimiri, un Corse de 45 ans, Albin Bandini, 26 ans, Apollin Graffino, 2 jeunes antibois. On les embarqua dans une voiture cellulaire avec leurs bourreaux et ils partirent pour une longue et douloureuse marche du supplice. À l'approche de Grasse, les 2 jeunes antibois furent fusillés sous les yeux de leurs camarades qui comprirent ce qui allait leur arriver. Il y avait dans l'escorte un vieil adjudant. Ils lui demandèrent « Vous allez nous fusiller ?» Il répondit par un pitoyable mensonge « On ne vous fera pas de mal. Nous vous emmènerons loin dans la montagne. Votre châtiment sera de rentrer chez vous à pied. » La voiture arriva à Grasse. Elle fut garée avec son pauvre chargement humain dans une cour. Et les enfants, pendant de longues heures, restèrent en tête à tête avec leur désespoir. Il est facile d'imaginer l'horreur de cette longue angoisse. Après plus de 6 heures d'agonie morale, la voiture repartit dans la nuit. Les otages n'eurent bientôt plus aucun doute sur le sort qui les attendait. Quelques brefs commentaires avaient fait comprendre à Adam et Campan, qui avaient appris cette langue au lycée, que leur heure était proche. Jacques Adam, qui était déjà un homme et avait combattu, fit passer de bouche à oreille les consignes suivantes. On va nous tirer dessus, il faudra rapidement se déployer en éventail, fuir en faisant des crochets, et si vous êtes touché, vous vous jetez à terre et vous faites le mort. À l'aube, ici où nous sommes, la voiture s'arrêta. On les fit descendre, on leur retira leurs menottes et on leur dit « Descendez, rassemblez-vous dans ce champ et partez, vous êtes libres. » Ils partirent et rapidement et conformément au plan, ils se dispersèrent, mais à peine avaient-ils parcouru quelques mètres que les rafales de mitraillettes claquèrent. Un à un, ils s'écroulèrent. Puis, ce fut le bruit des bottes des bourreaux qui s'avançaient pour les achever. Parmi les gémissements, un dernier cri s'éleva « Vive la France !» ce cri qui donnait son sens à leur sacrifice. Les bourreaux s'approchèrent, ils donnèrent un lourd coup de pied au corps supplicié. Quand un gémissement leur répondait, ils donnaient le coup de grâce. Aimé Magnan et Jacques Adam eurent encore l'énergie de se taire et ils ne furent pas achevés. Au matin, vers 9 heures, le propriétaire du champ, M. Émile Rebaud, le maréchal Ferrand, arriva pour voir le regain qu'il avait fauché la veille. Tout est calme, mais des gémissements attirent son attention. Il s'avance dans ce champ et alors il comprend, ou plutôt il refuse de comprendre. Il voit, lui qui a fait et connu 1914, il voit et comprend l'horreur. Ils sont là, mutilés, sacrifiés, morts. Des enfants pour la plupart, des jeunes gens portant traces de torture, morts. Mais en bordure, dans la haie de ronces, 2 survivants se sont traînés et gémissent, demandent à boire. Alors, il part, court, revient, leur parle. « Ne vous inquiétez pas les gars, je vais chercher du secours. Je reviens vite. » Et il part à travers champs. Il rencontre ainsi l'abbé Isnard, qui, revenant de célébrer une messe matinale à Castillon, soupçonne déjà le drame. Il fit transporter les morts dans le nouveau cimetière de Saint-Julien, aux fins d'identification, de toilettes mortuaires, et là encore, on peut évoquer le courage des personnes dévouées à cette besogne. Les Allemands, n'ayant pas pour habitude de faciliter toute identification et tout hommage à leurs victimes. Délibérément, les femmes admirables, Colomb Jeanne, Fourmand Félicie, Michel Odette, les gendarmes de Castellane, des hommes du village, messieurs Logier, Vincent, Honorat, Rebaud, Franco, dont on ne saurait trop louer le dévouement et l'abnégation, prennent le char-à-banc de monsieur Logier et qui aux roues, qui au timon, s'en vont chercher et ramener les malheureux sur cette civière improvisée. L'abbé Isnard cacha les 2 survivants dans la chapelle qui domine le village, là où nous étions il y a quelque temps. Il prévint le docteur Ascaras de Castellane et le docteur Dozoul de Saint-André, qui ne purent que constater l'extrême gravité de leurs blessures. L'abbé fit de son mieux pour soulager leurs souffrances et les assister dans leur agonie. C'est alors qu'il recueillit de la bouche de Jacques Adam cet affreux récit. Aimé Magnan mourut au bout de quelques heures, Jacques Adam survécut 36 heures. Il était parfaitement lucide et persuadé qu'il s'en sortirait. Le 12 dans la matinée, il expira. L'abbé Isnard procédera à la cérémonie funèbre. Pour rendre un juste hommage au village de Saint-Julien-du-Verdon, à ses résistants, son curé, il convient de rappeler les conséquences de leur intervention si spontanée, si humaine.
Les Allemands surent bien vite ce qui s'était passé et ils revinrent en force. Monsieur le curé Isnard fut âprement pris à partie. On lui reprocha avec violence de ne pas avoir laissé sur place les dépouilles. Pour l'exemple, à 2 reprises, on fit mine de le passer par les armes. On le mit au mur du cimetière face à un peloton. À toutes ses fureurs, il opposa avec fermeté son devoir de prêtre. Il en imposa à ses persécuteurs et ils n'exécutèrent pas leurs menaces. J'ajouterai que M. Jean Martel, maire de la commune au moment de cet événement, fut déporté en Allemagne et que l'abbé Isnard fut considéré comme otage libre du 11 juin 1944 jusqu'à la date d'évacuation des Basses-Alpes par les troupes ennemies. Quant aux habitants, avec les brutalités coutumières, on leur fit évacuer le village. Les Allemands voulaient tout incendier en guise de représailles. Ils fouillèrent toutes les maisons, mais ils ne trouvèrent rien, et le village fut épargné. Il convient de ne pas l'oublier. L'ennemi est ainsi resté avec ses cadavres d'innocents et sa honte. Les habitants de Saint-Julien ont voulu, eux, que le souvenir vive, et afin que rien n'efface jamais ce symbole de la barbarie, ils ont formé un comité et récolté des fonds afin d'élever ce monument digne des martyrs devenus enfants du pays. La définition, le projet, les citations étant l'œuvre de l'abbé Isnard, préférant par modestie les vers de Péguy, poète mort au combat, à son propre poème inspiré par la tragédie que Mila va nous lire dans un petit moment. Pour rendre un juste hommage à l'abbé Isnard, au docteur Dozoul, aux courageux habitants du village, il convient de rappeler les conséquences de leur intervention si spontanée, si humaine. Nous respectons leur mémoire et nous n'oublierons jamais leur sacrifice. Leurs actions de courage sont autant actes de résistance que défis et leçons à l'occupant déshonoré par son massacre d'innocents. Ce doit être une leçon d'humanité et de lutte pour un idéal commun, pour un choix de société et de civilisation organisée autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est au nom de cet idéal et de ces valeurs que des hommes et des femmes ont consenti tant de sacrifices jusqu'au péril de leur vie. Mesdames, Messieurs, chaque génération a le devoir de refaire le chemin de l'humanité. Faisons en sorte que notre France, votre France, soit vigilante face à l'abominable et reste cette France courageuse, fraternelle, généreuse, unie dans la République, car c'est cette France et nulle autre que nous aimons. Il est de notre responsabilité, à toutes et à tous, de préparer l'avenir, et nous ne saurions le faire sans nous rappeler de notre passé, de ses pages les plus sombres et de ses leçons. Effacer l'indicible n'est hélas pas possible. Tomber dans son ignorance le serait encore moins. À nous de le refuser, aujourd'hui et pour toujours, pour construire et partager une communauté de destin à même de combattre les idéologies qui prétendent abîmer notre modèle républicain. Nous sommes d'abord liés à nos ancêtres, à notre histoire, mais nous sommes aussi liés aux générations futures, que nous le voulions ou non. Ce sont nos actions aujourd'hui qui conditionneront la vie de nos enfants. Nous en sommes donc responsables, nous en sommes les dépositaires. Je m'adresserai plus particulièrement à tous nos jeunes, écoliers, collégiens, lycéens, présents ce matin, aux enfants de Saint-Julien, en leur disant simplement de ne pas apprendre par cœur l'histoire, mais avec leur cœur. Merci à vous, Philippe Tamisier, proviseur du lycée Masséna, d'avoir partagé ce moment du souvenir hier avec les anciens élèves et les nouveaux élèves qui ont eu le courage de s'élever contre l'ennemi. Ils sont l'exemple pour nous tous. Merci à vous, Alexis Cornille, principal des 3 collèges, pour la mobilisation des élèves des collèges de Castellane et Saint-André, les Alpes, à cette cérémonie. Merci également à M. Carlin, maire de Saint-André-de-la-Roche, dont un groupe de jeunes de Saint-André-de-la-Roche est là. Merci de votre attention. Je vais maintenant appeler l'ensemble des élèves qui doivent prendre la parole, et ceux qui ne la prendront pas, mais de me rejoindre au pupitre, et je vais vous laisser le micro. Voilà, si vous voulez bien vous approcher de moi. Voilà. Donc, je vais donner la parole donc aux élèves de seconde du lycée Masséna, accompagnés par leur professeur d'histoire-géographie, M. Londiveau, ainsi que du conseiller principal d'éducation, M. Coloma, aux 2 élèves de 6e du collège du Verdon, accompagnés de leur professeur d'histoire-géographie, M. Weigel, et la principale adjointe, Mme Fafé. À ceux du collège de Saint-André-les-Alpes, accompagnés de leur professeur documentaliste, M. Bonnet, et aux enfants de Saint-Julien, qui vont rendre hommage tour à tour aux 11 fusillés.
Allez, si vous voulez bien me rejoindre, toutes et tous. Il manque les enfants de Saint-Julien, ils arrivent. Donc je vais appeler les élèves du lycée Masséna au pupitre. Mesdames, messieurs, chers élèves, chères familles, des héros d'hier et de toujours, en ce mois de juin chargé de mémoire et d'espérance, je prends humblement la parole pour que jamais ne s'efface le souvenir de ceux qui, au prix de leur jeunesse, ont offert au pays un sursaut de dignité. Il y a 80 ans, alors que le bruit des bottes nazies écrasait l'Europe, 13 jeunes résistants, dont plusieurs avaient étudié entre les murs du lycée Masséna, se sont levés pour refuser l'inacceptable. Ils avaient nos âges, ils avaient nos rêves, ils avaient nos inquiétudes à venir. Le 6 juin 1944, tandis que le débarquement en Normandie allumait l'étincelle de la libération, eux, ici, dans nos montagnes du Sud, organisaient des embuscades, défendaient nos villages, refusaient l'humiliation et la soumission. Ils s'étaient donné rendez-vous sous l'olivier de la paix, symbole d'espoir et de promesse. Là, entre eux, ils se sont dit au revoir, conscients que l'histoire attendait leur engagement. Gilbert Compan, Césaire Aubé, Francis Gallo, Roger Desmonceaux, Jacques Adam. Leurs noms résonnent aujourd'hui comme des battements de cœur silencieux, comme des échos qui traversent les générations. Emportés par l'élan de la résistance, ils rejoignirent les maquis du Férion, prêts à affronter l'ennemi, à tendre la main vers une France libre et encore incertaine. Mais la traque fut implacable. La missile, la Gestapo, l'ombre et la peur. Arrêtés, incarcérés à Nice, ils furent extraits de leurs cellules, jetés sans ménagement dans un fourgon. Sur la route, au Bar-sur-Loup, deux d'entre eux, Pierre Apollin et Joseph Graffineau, furent froidement abattus en représailles. Et puis, au matin du 11 juin 1944, à Saint-Julien-du-Verdon, dans un champ devenu champ d'honneur, les 11 autres furent cruellement trompés par leur geôlier. « Vous êtes libres » leur dit-on. Mais la seule liberté qu'on leur accorda fut celle de mourir debout. Ils furent alignés, fusillés par les rafales des mitraillettes. 9 reçurent le coup de grâce, 2, blessés et laissés pour morts, s'éteignirent seuls, dans la douleur et le silence, sous le regard impuissant d'un prêtre résistant, l'abbé Isnard. Leur sang s'est mêlé à la terre du Verdon, comme une semence de courage éternel. Ils étaient fils, frères, élèves, amis. Ils sont devenus martyrs, héros, exemples. Ils n'ont pas seulement écrit une page de l'histoire de France, ils nous ont légué une exigence, celle de la liberté, celle du courage, celle de rester fidèles toujours à ce qui est juste. Aujourd'hui, alors que nous goûtons une liberté qu'ils n'ont pas connue jusqu'au bout, il est de notre devoir, à nous élèves, à nous habitants de Nice et ceux du ancien port, de transmettre leur mémoire, de chérir leur sacrifice, de nous montrer dignes de leur espoir. À Saint-Julien-du-Verdon, un espace commémoratif, des stèles et nos cœurs dressés rappellent leurs gestes sublimes. Chaque 11 juin, nous venons simplement leur dire merci. Merci d'avoir été plus fort que la peur. Merci d'avoir écrit, au prix de nos vies, une page lumineuse de notre histoire. Merci de nous avoir légué ce trésor qu'est la liberté. À vous, famille de ces résistants, nous adressons nos pensées les plus profondes. Votre douleur ancienne est devenue notre fierté collective. Chers camarades lycéens, collégiens, que leur jeunesse fauchée soit pour nous un rappel à ne jamais céder ni à l'indifférence ni à la résignation. Sous l'olivier de la paix, que chaque génération fasse germer l'écho de leur bravoure, que dans chaque regard, dans chaque rêve, dans chaque élan d'espérance résonne leur sacrifice. Pour eux,
pour nous, pour la France. Honorons-les, aimons-les, vivons libres en leur mémoire. Vive leur mémoire, vive la liberté, vive la France. Donc j'appelle maintenant les élèves de 6e du Collège du Verdon. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour nous souvenir d'un jour difficile, le 11 juin 1984, ici à Saint-Julien-du-Verdon. À cette époque, la Seconde Guerre faisait rage. La France était occupée par l'armée allemande. Mais dans les montagnes, dans les villages, des hommes et des femmes ont décidé de résister. Ils voulaient défendre la liberté, notre pays et notre avenir. Le 11 juin 1944, des soldats allemands sont arrivés à Saint-Julien-du-Verdon. Ce fut un jour de peur, de violence, mais aussi de courage. Aujourd'hui, nous pensons à ceux qui ont vécu cette épreuve, à ceux qui ont résisté, à ceux qui ont souffert et à ceux qui ont perdu la vie. Nous leur disons merci. Merci pour leur courage. Merci de nous avoir laissé un monde plus libre. En nous souvenant de ce 11 juin, nous apprenons que la paix est précieuse et que la liberté ne doit jamais être oubliée. Merci. Maintenant, j'appelle les élèves du collège donc, de Saint-André-les-Alpes. Jacques et Césaire ont chuté et ce sans retour. Ils sont morts trop jeunes. Au nom de la France, l'écho de leur voix résonne chaque jour, comme Georges et Albin saisis dans le silence. Gilbert, Nance et Roger, au matin de leur histoire, ont dressé leurs esprits contre la barbarie. Francis et Félix, au seuil de leur mémoire, ont donné pour la patrie leur dernier cri de vie. Aimé et Roger, nom simple et plein d'honneur, ont tenu face aux ombres avec un grand courage. Ils ont bravé la nuit, défendant leurs valeurs, et leur sang a coulé lors du triste carnage. Citoyens, souvenez-vous que leurs traces demeurent dans le ciel et les pins, dans nos pas, dans nos cœurs, que leurs souvenirs vivent et éclairent nos heures, pour que l'espoir en nous jamais ne perde ardeur. Merci. J'appelle maintenant les enfants de Saint-Julien. Juin 1944. Ils étaient 11. Judas avait trahi. 11 garçons couchés, la face contre terre, comme des taches claires dans le verre du grand pré. 11 garçons fauchés par la haine infernale, par la fureur bestiale en ce matin d'été. 11 garçons vidés de leurs ardentes vies, cette vie qui sourit dans les jeunes années. 11 corps torturés, bras en croix sur la terre. 11 vies décimées, on se tait, c'est la guerre. Ils étaient 11 et l'homme avait trahi. Chers parents, devant les intrigues de la milice, de la Gestapo et des troupes allemandes, je me suis vu contraint de rejoindre mes camarades du maquis. Je regrette de vous avoir désobéi et de vous faire de la peine. Mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, l'heure a sonné de tous se serrer pour libérer notre pays. Ne vous inquiétez pas pour moi, je serai prudent. Prenez des précautions également, car l'heure est grave, avec l'espoir de vous revoir sous peu. Je vous embrasse tous bien fort. Roger de Monceau. C'est bon, vous pouvez retourner à l'ombre. Merci, c'est toujours un moment émouvant quand les enfants prennent la parole, que ce soit des lycées, des collèges ou de l'école primaire. Merci, merci du fond du cœur. Je ne peux conclure sans remercier les services de l'État, la ville de Nice,
pour leur soutien et leur fidélité. Même si cette année l'effectif est un peu perturbé, la ville accueillant, comme vous le savez, la conférence des Nations Unies sur les océans, la musique de la garde municipale de Nice. Merci aux anciens élèves du lycée Masséna, au 1er régiment de chasseurs d'Afrique de Cangeur, sous le commandement du délégué militaire départemental, le lieutenant-colonel Biasotto, aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, à la police municipale et au personnel communal. À l'heure où de nouvelles menaces frappent partout dans le monde et prétendent nous diviser, ayant en mémoire les atrocités du passé. Souvenons-nous que l'humanisme sera toujours supérieur à nos différences individuelles, pour que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement, mais au contraire, une source d'enseignement pour le futur. Cet endroit, mesdames et messieurs, élève et grandit le cœur. Et au-delà de nos morts et de nos souffrances, notre République doit garder vivantes les mémoires de tous ceux et toutes celles qui ont combattu et qui ont été tués ou blessés. Fidèle à ses principes et à son histoire, elle associe dans un même hommage ses enfants de toute origine, morts pour la France. Merci aux hommes de la liberté. Vive la République, vive la France. La parole est à Monsieur Dominique Sceau, sous-préfet de Castellane, représentant Monsieur Marc Chapuis, préfet des Alpes de Haute-Provence. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je pense à nos porte-drapeaux qui se tiennent stoïques sous le soleil. Je vous en remercie. À toutes les autres personnes qui sont également sous le soleil, donc je vais vous faire, si vous m'y autorisez, l'économie du protocole que monsieur le maire a rappelé. Monsieur le maire, vous l'avez également rappelé, le 11 juin 2024, Marc Chapuis, préfet des Alpes de Haute-Provence, présidait la commémoration devant ce mémorial des fusillés du 80e anniversaire de la tragédie vécue ici, à Saint-Julien-du-Verdon, le 11 juin 1944, qui a endeuillé à jamais cette petite commune sur la route des Alpes lorsque l'on vient de Nice. Arrivé quelques jours plus tôt à Castellane, j'étais à ses côtés. Cérémonie impressionnante, cérémonie émouvante. Rarement auparavant, il ne m'avait été donné d'assister à une cérémonie d'une telle ampleur, avec une telle solennité, avec un tel recueillement, avec une telle force, hormis peut-être dans mon Limousin et ma Corrèze natale, le massacre d'Oradour-sur-Glane, les 99 pendus de Tulle. Aujourd'hui, c'est à moi que revient l'insigne honneur d'officier devant vous, 81 années après l'irréparable. Tulle, 9 juin 1944. Oradour, 10 juin 1944. Saint-Julien-du-Verdon, 11 juin 1944. À quelques centaines de kilomètres de distance, la chronologie funeste de l'horreur en ce début d'été 1944 poursuit inexorablement son terrible cortège. Ici comme là-bas, c'est la même marche funèbre des représailles qui opère selon un même cycle infernal. La résistance passe à l'offensive, les troupes allemandes subissent des pertes, et pour se venger, les autorités nazies décident d'en faire subir autant ou plus à leurs adversaires quand ce n'est pas à la population civile elle-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Saint-Julien-du-Verdon en ce 11 juin 1944. Cela a été rappelé. Exécution du chef de la Gestapo de Digne-les-Bains et de 10 soldats allemands, tout près de Saint-Julien, au col de Toute-Zohore, qui relie la vallée du Verdon à celle du Var, entre Vergons et Anote.
Exécution du chef de la Gestapo et de 10 soldats allemands égale 11 arrestations et exécutions de 11 Français, de 11 résistants. Débarquements alliés sur les places de Normandie le 6 juin 1944, synonyme pour beaucoup de cette libération devenue certaine, mais précédée d'un déchaînement de violence, d'une spirale de l'infamie de la part des SS que rien ne parvient à entraver. Galvanisée par l'annonce du débarquement, la résistance de l'intérieur, très active dans les Basses-Alpes, multiplie les actions de harcèlement et les embuscades, et c'est le terrible engrenage qui se met à l'œuvre, car pour l'ennemi défait et en déroute, il faut expier. Expier, mais expier en pire, expier par la ruse, expier par la tromperie. On l'a dit, 13 prisonniers amenés le 10 juin depuis Nice, 2 exécutés sur le trajet près de Grasse. Les 11 autres, à qui on fait croire en arrivant au petit matin du 11 juin à l'orée de Saint-Julien-du-Verdon qu'ils vont être libérés en leur ouvrant les portes du fourgon cellulaire dans lequel on les a entassés. Vous êtes libres, leur déclare leur geôlier. Quelques secondes plus tard, ils sont fauchés par une rafale de mitraillettes dans le dos. 9 décéderont sur place, les 2 autres succomberont de leurs blessures. Parmi eux, 5 lycéens du lycée Masséna de Nice, 3 habitants de Puget-Théniers, commune de la vallée du Var, dans les Alpes-Maritimes. Lâcherie, tromperie muée en barbarie, c'est bien l'horreur dans toutes ses dimensions qui s'est invitée ce matin du 11 juin 1944 au bord de cette route où nous nous tenons, 81 ans plus tard, pour nous souvenir de ce qui fut un véritable massacre. Aujourd'hui encore, Saint-Julien-du-Verdon se souvient, la ville de Nice se souvient, le lycée Masséna se souvient, Puget-Théniers se souvient, comme le département des Alpes de Haute-Provence, le département des Alpes-Maritimes se souviennent, comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se souvient. Mais le 80e anniversaire de la libération est passé. Les témoins de l'époque, comme les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, sont presque tous disparus. Le lustre des célébrations de 2024 a cédé la place au relatif anonymat des commémorations du débarquement en 2025. Il nous faut prendre garde à ne pas tomber dans l'oubli, dans l'habitude, dans la banalisation, dans une forme de routine où la mémoire se dissipe, se dilue, s'étiole petit à petit. Car l'horreur, la barbarie, elles, n'ont pas disparu. On ne s'accommode pas de l'horreur. On ne s'habitue pas à la barbarie. En particulier à un moment où la barbarie s'invite dans le débat public et où l'horreur est à nouveau présente en force sur la scène internationale, comme d'ailleurs sur la scène nationale, à l'exemple de ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier. Ici, à Saint-Julien-du-Verdon, on ne s'est jamais habitué à la barbarie. L'horreur du massacre des fusillés du 11 juin 1944 n'est jamais devenue banale dans la mémoire vive des habitants. Voilà pourquoi, année après année, la cérémonie du 11 juin conserve tout son lustre, tout son éclat, quand bien même les délégations sont comme cette année un peu plus restreintes. Car ici, à Saint-Julien-du-Verdon, c'est plus qu'un fait de guerre, tragique, odieux, abject, dont nous nous souvenons. On le sait, toutes les guerres engendrent leur cortège d'atrocités, de douleurs, souvent d'horreur, mais le sacrifice des fusillés de Saint-Julien-du-Verdon a un sens plus profond. C'est le sens du message de la résistance, le sens du message de la résistance française dans un pays qui n'était pas loin de là, tout acquis à sa cause. La résistance, au sacrifice y compris de ses enfants, a été fortement présente dans les Alpes de Haute-Provence. Cette résistance multiforme, avant même des actes, c'était un état d'esprit qui ressemble au territoire dans lequel elle a puisé ses racines, à l'image de ces terres de montagne, à l'image des hommes qui y participèrent. Elle y fut âpre et généreuse, authentique et fière. Le message de la résistance basalpine
c'était de refuser coûte que coûte de céder à l'oppression, c'était se battre, toujours, quels que soient les moyens dont on disposait et aussi précaires soient-ils, pour libérer son pays quitte à en perdre la vie. C'est pourquoi, ici, à Saint-Julien-du-Verdon, chaque année, nous avons honneur, fierté et surtout raison de nous retrouver, de nous rassembler devant ce magnifique mémorial face à ces 11 dalles de granit noir qui forment une croix de Lorraine, ornée par le V de la victoire. Par-delà le sacrifice de ces 11 jeunes hommes aujourd'hui, alors que l'histoire s'accélère et que les certitudes que nous pouvions avoir d'un continent, l'Europe, en paix et protégée par ses alliances, alors que ces certitudes vacillent dangereusement, soyons dignes, en particulier les jeunes générations, du message et de l'héritage que nous ont légué les résistants. Un message d'humanité, un message de justice, un message de grandeur, dans cette capacité à s'abandonner à une cause plus grande qu'eux, une rectitude morale qui nous élève. Alors, rendons encore et toujours hommage aux 11 fusillés de Saint-Julien-du-Verdon, par ces paroles, signées Joseph Kessel et Maurice Druon, qui résonnent drôlement au regard du déroulement des événements qui ont eu lieu ici. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, la haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Un hommage à ceux qui n'ont pas pu briser les barreaux des prisons, mais qui, la haine à leurs trousses, ont voulu marcher, ont voulu courir. Ils ont été tués. Vous aurez reconnu un extrait du chant des partisans. Vive la République et vive la France!